Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré au Tchad. Pendant 1 heure et demie, nous aurons l'occasion d'aborder l'actualité tchadienne, son histoire et bien évidemment son avenir. Ce webinaire est co-organisé par 3 associations. Agir ensemble pour les droits humains, qui est une ONG qui, depuis 1989, s'allie avec les acteurs et actrices de la société civile engagés sur leur terrain dans la lutte contre les violations des droits humains. Tournons la page, qui est un mouvement international qui réunit quelques 230 organisations des sociétés civiles africaines. Son objectif, promouvoir l'alternance démocratique. Et bien sûr, TLP Tchad, qui est un peu la petite sœur, qui a la même vocation et qui réunit des organisations, des mouvements, des activistes, tels que des journalistes, des chanteurs, des blogueurs, pour la démocratie dans le pays. Alors, pourquoi ce 20 avril pour organiser ce webinaire? Eh bien, il y a tout juste 1 an, jour pour jour, le Tchad est tombé, a basculé dans une situation qui allie à la fois rupture et continuité. La rupture, pourquoi? Parce qu'Idriss Déby décède brutalement dans le nord du pays. En tout cas, son décès est officiellement annoncé ce 20 avril 2021. Il est tué au front après avoir été reconduit pour un 6e mandat à la présidence du pays, après 31 ans au pouvoir. Et la continuité, car un de ses fils, Mahamat Déby Itno, dit Kakia, prend le pouvoir et constitue un conseil militaire de transition qui se traduit par la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale, entre autres. Dans la foulée, la société civile se mobilise contre ce coup d'État et en contrepartie et en retour, la répression s'abat sur elle. Donc, Tchad, une répression héréditaire, à quand la démocratie? C'est le thème de notre webinaire. Et pour y répondre, nous avons 4 invités. Bonjour Cécile Petit-Desmanges. Bonjour. Vous êtes docteur en anthropologie et en sciences politiques, spécialiste des questions religieuses au Tchad. Nous avons aussi Jacques Sam Negarassal. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes coordinateur à TLP Tchad depuis 4 ans. Nous accueillons aussi Delphine Djiraïb. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de N'Djamena et puis cofondatrice de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits humains. Et enfin, Thomas Dietrich. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et ancien haut fonctionnaire. Dernière chose avant de se plonger dans ce webinaire est participatif, c'est-à-dire que les auditeurs qui suivaient ce webinaire via la plateforme Zoom ou bien via Ziana TV, via Facebook, YouTube ou Twitter, vous êtes amenés à participer à cet échange en posant vos questions à tous les intervenants dans l'outil questions-réponses que vous trouvez ci-dessous. Une équipe en coulisses se fera le plaisir de répertorier toutes vos questions et puis s'il y a des doublons, eh bien, on les fusionnera. Et Anna Simon, qui est assistante de plaidoyer TLP, se fera un plaisir de relayer vos questions. Tchad, une répression héréditaire, à quand la démocratie? On est parti pour le webinaire. Donc 20 avril 2021, 20 avril 2022, une année sous le Conseil militaire de transition, une année sous un post-coup d'État. Quel bilan peut-on faire sur le plan politique? Alors Cécile Petit-Desmanges, je vais m'adresser à vous. Sur le bilan politique, justement, comment a fonctionné ce CMT durant toute cette année, en fait, se sachant observer à l'international et puis sur le plan national. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous les participants qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on peut dire après 1 an de gouvernance du CMT, donc du Conseil militaire de transition? On a face à nous ce qu'on pourrait appeler une espèce de
décompression autoritaire, c'est plutôt un sauvetage du régime en place qu'une réelle transformation. Il n'y a pas eu de réforme structurelle en tant que telle, mais des coups on pourrait appeler ça des coups de pinceau, des mesures, des signes d'apaisement donnés d'une part à la population tchadienne et aux bailleurs internationaux, aux partenaires internationaux. Donc le CMT a mis en place au niveau institutionnel deux structures. Donc une structure en charge d'organiser le dialogue national inclusif qui s'appelle le CODNI, donc Comité d'organisation du dialogue national inclusif, qui regroupe environ 70 membres, dont 14 femmes. Donc ces membres ont été nommés par décret, et le CNT, Conseil national de transition, qui est en gros la suite du Parlement, composé de 93 membres, dont 30 femmes, dont les membres ont été aussi nommés par décret. Donc ces deux structures, il y a aussi la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale et du dialogue inclusif. Donc ces trois, d'un point de vue institutionnel, on peut relever l'existence, la création de ces trois structures, création qui reste malgré tout sujette à beaucoup de controverses, en cela que beaucoup de personnalités de la société civile en ont été écartées. Je pense notamment à la plateforme Wakitama, qui regroupe le parti politique Les Transformateurs de Succès Masra. Donc, c'est le mode de désignation de ces organes en charge d'organiser ce futur dialogue national inclusif et de mener à l'instauration d'une nouvelle constitution est plus ou moins décrié et pour son manque d'ouverture. On peut dire aussi également d'un point de vue de la société civile, effectivement, il y a maintenant l'autorisation les partis, enfin, il y a la création de nouveaux partis politiques, l'autorisation de manifestations, ce qui n'existait pas auparavant sous Idriss Déby. Néanmoins, l'autorisation de manifestation reste très, très, très relative. Et l'on a compté au mois de février, si je ne me trompe pas moins de 40 membres, 40 personnes tuées lors d'affrontements, justement, entre manifestants et forces de l'ordre, notamment. On aura l'occasion un peu plus tard sur ce volet-là, sur le droit de manifester, mais sur le plan politique, vous disiez en préambule qu'il y avait des signes, en tout cas de bonne volonté. De bonne volonté. Quels étaient-ils ces signes? Justement, la création du CODNI, la volonté d'organiser le dialogue national inclusif dont la date est fixée au 10 mai, le dialogue aussi avec les politico-militaires en ce moment à Doha, l'amnistie de certains groupes rebelles, l'amnistie de prisonniers politiques au nombre environ de 250. Donc tout ça, ce sont des signes, entre guillemets, d'apaisement de la part du régime. Le gouvernement a d'ailleurs fait, le président lui-même a d'ailleurs fait une tournée au niveau régional pour recueillir les doléances des populations. Donc tout ça, ce sont des signes d'apaisement, entre guillemets, vis-à-vis, comme je le disais en début d'intervention, vis-à-vis de la population et de la communauté internationale aussi en elle-même, pour dire qu'on respecte, on essaye, on tente de respecter la feuille de route de la transition et de la mener à son terme. Néanmoins, c'est ce que je disais, il n'y a pas de réforme structurelle engagée, le système reste le même. Les questions de fond ne sont pas posées. Il n'y a pas, par exemple, de réforme de l'armée, il n'y a pas de réforme de la justice qui ont été entamées. Donc, les défis structurels, en fait, restent toujours à relever. D'accord, très bien, merci. Jacques, je me tourne vers vous de manière virtuelle. On parle du CMT, du Conseil militaire de transition, mais est-ce que vous pouvez dire un mot sur Mahamat Idriss Déby, justement, dit Kaka, quel est son parcours militaire, sa place au sein de la fratrie, voilà. Est-ce qu'il il était programmé pour gouverner? J'active mon micro. Jacques, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Mahamat Idriss Déby, Itno a été toujours aux côtés de son père
Et il a été toujours placé sur le plan stratégique dans le commandement militaire à des postes de responsabilité élevés aux côtés de son père, celui qui dirigeait entre-temps aussi la garde présidentielle, qui est le DGCE. Alors, il a été toujours aux côtés de son père. Mais pour qu'il devienne président de la République, moi, je pense que le hasard a fait de telle sorte que aujourd'hui, Mamad Kaka soit à la tête du pays par la force des choses. Alors, c'est un enfant aussi préparé à l'ombre, dans l'ombre par son père pour pouvoir le remplacer au pouvoir parce que c'est un guerrier qui est toujours au front en train de combattre et autres, tout ça. Et son papa pensait que c'est celui-là qui pourra mettre le pays sur le droit chemin. Un pays qui a été déjà gâté, le mettre dans le droit chemin, je ne sais pas par quel chemin il sera dans le droit chemin. Alors, Mohamed Kaka, c'est un militaire, mais je ne connais pas véritablement son parcours militaire. Il sort de quelle école? Parce que les militaires au Tchad sont des combattants, il faut être guerrier sur le terrain et tu pourras être arrosé de tous les grades possibles. De ce qui fut aussi le parcours de Mohamed Kaka. Et en ce qui concerne son parcours militaire, ça, à ce niveau, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Je sais que c'est un militaire. D'accord. Voilà. Si vous permettez, est-ce que Thomas, est-ce que vous voulez compléter à tout hasard? Parce que j'avais une question aussi pour vous complémentaire sur la place de Mamat. Pourquoi lui et pas ses frères, notamment Abdelkérim, qui occupait aussi un peu des places stratégiques auprès de son père? La question est pour moi? Oui, Thomas. Oui, ben, bon, effectivement, Mamad Déby, c'est le fils adoptif de son papa, qui est passé par certaines. Il a notamment été à Aix-en-Provence. Il est passé par plusieurs formations de militaires et surtout, il avait été envoyé à l'époque au Mali, au moment où l'armée tchadienne avait été envoyée en 2013 pour épauler l'armée française dans sa lutte contre le djihadisme. Donc, c'est quelqu'un qui s'est formé sur le terrain, qui effectivement a été très proche de son papa, qui a été commandant de la garde présidentielle, qu'il faut se souvenir au début de l'année 2021, donc juste 2 mois avant que Déby père ne passe l'arme à gauche, avait commandé l'assaut contre la maison d'un des opposants, Yahya Dillo, assaut au char qui avait quand même fait plusieurs morts, dont la mère et le neveu de l'opposant. Donc, c'est quelqu'un qui est dans les rouages du système. Et effectivement, quand Idriss Déby est tué dans des circonstances assez troubles au front le 18 avril 2021, il va se poser la question de sa succession. Et on va, pour des raisons en fait, qui sont liées au fonctionnement du clan Déby, on va considérer que Mamad Déby est à même de faire consensus par rapport aux autres fils de Déby, quelqu'un qui est considéré comme calme, comme pondéré. Alors, c'est l'image qu'on a tendance à donner de lui. C'est un militaire, c'est quelqu'un comment dire ça, qui a fait partie des rois du système, qui a participé à la violence intrinsèque du système. Et donc, voilà, il a été mis en place pour conduire cette transition, avec cette promesse qu'il a faite à la communauté internationale, mais aussi à ses frères qui l'ordonnent sur le pouvoir, de ne pas dépasser les 18 mois renouvelables prévus par la charte de la transition, ce qui semble ne pas vouloir être respecté, puisque Mamad Déby semble avoir la volonté de s'éterniser au pouvoir, ou au moins, ça c'est quand même assez acté, de vouloir prolonger la transition au-delà des 18 mois telle qu'elle a été prévue au départ. Voilà. D'accord. Et concernant son frère, Abdelkérim? En fait, oui, effectivement, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre de frères, il a Abdelkérim, Zakaria, Seido, Isseni. Donc, effectivement, il y a effectivement, outre Mamad Kaka, il y a 2 frères qui se détachent un peu, qui sortent un peu du lot, qui sont effectivement l'actuel directeur de cabinet civil Abdelkérim, qu'on surnomme Kérimo, et Zakaria qui a été
longtemps très proche de son père, qui a été souvent présenté comme son successeur et qui a été mis au poste assez stratégique d'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis, poste qui est très stratégique puisque notamment le Tchad exporte beaucoup d'or et c'est vers Dubaï qui est un peu la plateforme d'exportation de l'or que Zakaria a été nommé de manière à blanchir un peu tout l'or du Tchad qui sortait du Tchad. Et donc, évidemment, bon, encore une fois, ça a été vraiment un choix qui a été fait parce que Mamad Déby représentait une sorte de pont entre la famille biologique d'Idriss Déby et notamment la femme d'Idriss Déby, Hinda. C'était quelqu'un qui faisait un peu consensus au niveau du clan. Et puis bon, de manière générale, pour survivre, le clan Déby a dû faire un choix et ça a été le choix de Mamad Déby. Après, est-ce qu'au bout des 36 mois de transition, puisqu'on s'achemine vers 36 mois de transition, est-ce que la famille et notamment les frères de Déby vont considérer que Mamad Déby est à même de pouvoir se présenter à la présidentielle? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il n'y aura pas des remous? Ça, et des conflits au sein du clan? Ça, c'est des choses à voir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu aussi le rôle de la France, hein, dont on sait qu'elle est très, très proche du Tchad et du clan Déby. On aura l'occasion d'en parler, Thomas, si vous permettez, mais je vais quand même vous les donner, enfin, vous allez conserver le micro parce que je voulais justement que vous parliez, toujours dans ce bilan de cette année, l'échiquier politique, justement, a-t-il changé au cours de cette année? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Sur les forces politiques en présence ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, dès la mort de Déby et l'installation de son fils au pouvoir, le nouveau régime, qui est beaucoup plus faible que celui de son père, qui est en tout cas en quête d'une certaine légitimité, a dû donner des gages à la communauté internationale. Et ces gages-là, ça a été notamment de faire rentrer au gouvernement des personnalités dites de l'opposition, notamment Mamat Amatalabo, qui est devenu ministre de la Justice, qui est le président du Parti des Libertés et du Développement, qui est l'ancien parti d'Ibn Omar Mohamed Saleh, opposant très célèbre, assassiné en 2008 par la garde présidentielle de Déby. Donc, on a fait rentrer un certain nombre d'opposants au gouvernement. Il y a eu des membres du parti de Saleh Kebzabo, opposant historique. Il y a même quelqu'un qui a été... Alors, il avait rallié avant, mais il avait été opposant en exil pendant 25 ans à Cher Ibn Omar. Donc, on a fait rentrer un certain nombre de personnalités qui, en soi, sont tout à fait respectables, mais qui n'ont pas fondamentalement changé l'architecture et l'ossature du régime, qui reste arquée sur le fils Déby et sur les généraux de son père. Hein. Je veux dire, dans le conseil militaire de transition, les 15 membres du conseil militaire, vous retrouvez des gens comme l'ancien chef de la police politique Mamat Ismail Chaibo ou des très très proches de Déby. Donc, ça n'a pas changé le caractère autoritaire du régime et le caractère répressif, parce que malgré les pseudo-gages qui ont été donnés, des gages pour un soi-disant dialogue qui en fait n'a que pour but que de prolonger la transition, il y a quand même eu des répressions de manifestations qui même ont été plus violentes que sous l'ère de Déby père. On se souvient que dès l'installation du CMT au pouvoir, une semaine après, donc il y avait des manifestations à N'Djamena contre ce coup d'État, hein, parce qu'on va appeler un chat un chat, et il y a eu l'armée a tiré à balles réelles, une quinzaine de morts. Encore en janvier dernier à Abéché, il y a eu plus d'une dizaine de morts de manifestants qui protestaient contre l'intronisation d'un chef de canton contesté, et les forces de l'ordre ont tiré dans le tas. Donc ça reste un régime très très répressif, et le fait que certains opposants soit entrés au gouvernement, participent à des dialogues, n'a pas changé fondamentalement le caractère du régime. Très bien, merci. Cécile Petit, moi, je me retourne de nouveau vers vous. Justement, à Doha, depuis le 13 mars, il y a un pré-dialogue qui est en train de se faire, tant bien que mal. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, difficilement. Voilà. Oui. Non, voilà, justement, déjà, quel bilan on peut tirer de ce pré-dialogue à Doha, et aussi l'évolution de la popularité des groupes rebelles, justement? L'évolution du dialogue à Doha, je crois que ce dialogue a mis en avant la faiblesse en fait des groupes politico-militaires, leurs dissensions internes, leur manque de structuration et d'idéologie clairement établie. On parle plus de personnes, de personnalités, d'ethnies que de groupes avec une idéologie et un programme pour le futur. Il y a une personnalisation en fait du pouvoir qui est très très forte
au Tchad qui est commune à la classe politique comme au groupe politico-militaire. Donc là, ce dialogue est en train de piétiner. Ça fait maintenant plus d'un mois et demi que les rebelles sont au Qatar. Et il n'y a pas de discussion entamée à l'heure actuelle encore avec le gouvernement. Les groupes au nombre de 52, donc 52 c'est beaucoup. Les groupes sont toujours à l'heure actuelle en train de discuter entre eux pour d'abord savoir qui va parler en leur nom et puis après pour établir leurs revendications. Et malheureusement ou heureusement, en fait, le dialogue, l'issue du pré-dialogue à Doha pèse beaucoup plus dans la balance que les demandes des populations en elles-mêmes. La participation des rebelles au dialogue national inclusif du 10 mai joue beaucoup plus et pèse beaucoup plus dans la date même de ce dialogue. Donc, on attend de savoir. Le Mahamat Déby a bien dit hier que le dialogue allait être tenu le 10 mai avec ou non la présence des politico-militaires. Ça, on ne le sait pas encore. Ça voudrait dire qu'il reste 2 semaines en fait, aux rebelles à Doha pour se mettre d'accord, pour avoir une feuille de route, pour mettre en place un programme DDR, etc. Donc, les délais sont assez serrés. Et tous les yeux, pour l'instant, sont rivés à Doha. D'accord. Je veux vous garder la main, Cécile. Je voudrais qu'on parle un petit peu sur la position de la communauté internationale par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2021. Et puis, bon, on a observé que dans certains pays comme le Mali, la Guinée, le Soudan ou le Burkina Faso, l'Union africaine n'a pas hésité à les exclure suite à leur coup d'État. Mais le Tchad a bénéficié d'un traitement de faveur puisqu'il n'a pas été exclu. La France soutient également. Quels sont les messages qui sont envoyés aux Tchadiens, justement, quand on observe cette communauté internationale assez complaisante? Je pense que c'est vraiment le sentiment d'un deux poids, deux mesures, en fait, qui est partagé par une large partie des Tchadiens et qui renforce la perception d'une ingérence française. Pourquoi la France s'était depuis l'indépendance? Il faut savoir que le Tchad est le pays où la France a mené le plus grand nombre d'opérations extérieures. La plus récente en date, enfin visible en tout cas, c'était en 2019 lorsque des Rafales français ont opéré des frappes sur une colonne rebelle. Donc finalement, ce deux poids deux mesures de la communauté internationale menée par la France en tête, hein, Macron le premier a adoubé le fils Déby. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne ont été beaucoup plus réservés à son égard. Mais Macron, du fait de la longue histoire des relations franco-tchadiennes, du fait de la position géostratégique du Tchad, enfin, qui est en fait la clé de voûte de l'architecture de l'influence française au Sahel. Donc Macron n'a pas hésité un seul instant à adouber et sans concession le fils Déby. Donc, ça envoie un message très, très fort à la population tchadienne d'une continuité en fait coloniale. Enfin, comme disait Thomas, appelons un chat. Et c'est clairement ça que les Tchadiens ont en tête. Donc, ce qui provoque en fait une radicalisation politique et la propagation d'un fort sentiment anti-français. Au sein de la population, clairement. Très bien, merci. On va vous proposer la diffusion d'un extrait d'un reportage de TV5 Monde qui a été diffusé le 3 octobre 2021 suite à des manifestations et on pourra rebondir ensuite dessus. Les militants de Wakit Tama se sont rassemblés très tôt ce matin sur le terrain, juste devant le siège des transformateurs, un parti politique opposé à la junte militaire. Ils revendiquent notamment une transition dirigée par un civil et dénoncent la position française sur le cas tchadien. Puis la foule s'est faite disperser par la police à coups de gaz lacrymogène. Les organisateurs Wakit Tama parlent d'une vingtaine de blessés, certains à balles réelles. Ils nous visaient avec les gaz lacrymogènes, ils matraquaient les gens. Ils tabassaient les gens, ils coignaient les gens avec les véhicules.
Donc c'est franchement, c'est une méchanceté qui relève dans notre... C'est que ça ne peut jamais être l'expression d'un être humain. Du côté des autorités, la police parle d'allégations mensongères. Aucune balle réelle n'a été tirée, nous expliquait le porte-parole de la police, Paul Manga. Il évoque au moins 12 policiers blessés et des véhicules caillassés. La manifestation était pourtant autorisée, mais c'est sur l'itinéraire que manifestants et autorités ne se sont pas accordés. On l'avait coupé pour raccourcir. Delphine Djiraïb, est-ce que vous voulez commenter ce reportage et qu'est-ce que cela, est-ce que c'est le reflet de ce qui s'est passé au cours de cette année entre 2021 et 2022 sur le plan des libertés? Ma connexion Internet bug, donc je ne vous ai pas bien entendu. Je disais, est-ce que vous avez pu voir le reportage? Oui, j'ai pu. D'accord. Ma question, c'était de savoir qu'est-ce que ça vous inspirait, ce reportage? Est-ce que c'était le reflet de ce qui a été vécu au cours de l'année sous le Conseil militaire de transition, sur le plan des libertés? Oui, bien sûr. Comme vous le savez d'ailleurs, le Tchad vit des périodes graves de répression. Ceci est lié au fait que il n'y a pas de démocratie. Les forces de l'ordre obéissent donc au pouvoir en place et tirent à bout portant sur les manifestants. Le droit de manifester n'est pas reconnu comme plusieurs autres droits humains qui ne sont pas reconnus. Les libertés fondamentales telles que la liberté de manifester, la liberté d'aller, de venir, la liberté d'opinion, la liberté de presse ne sont pas respectées. Et comme le titre de l'événement nous dit, c'est une répression qui est héréditaire et qui passe d'un pouvoir à un autre, vu que c'est le même système qui gouverne le Tchad depuis plus de 40 ans. Et donc, cette façon de gouverner qui est basée sur la pression, quel que soit le pouvoir de ce système-là qui est en selle, l'utilise pour museler les populations, pour museler la société civile, pour museler les partis politiques de l'opposition. Il suffit de ne pas voir dans la même direction que le pouvoir, d'avoir une opinion qui est contraire, de dire des choses que le pouvoir fait qui ne sont pas normales. Quand vous dénoncez, on vous indexe tout de suite d'être des ennemis de la nation et on vous traite en tant que tel. Les successions de manifestations qu'il y a eu depuis le régime du feu président Idriss Déby jusqu'à son fils ont été réprimées dans le sang pratiquement. Ceci est dû au fait, surtout les dernières manifestations réprimées, c'est pour faire entendre sa voix et refuser tout ce qui est succession dynastique au pouvoir. Vous savez que le président défunt, il est mort et ensuite c'est un coup d'État qui ne dit pas son nom et son fils prend le pouvoir. Et donc, les Tchadiens refusent cette succession dynastique au pouvoir. La grande partie de la société civile s'en était déjà largement exprimée et des manifestations ont été faites pour soutenir cela. Mais je voudrais aussi rappeler qu'avant même que le président ne soit tué, la société civile s'est déjà exprimée pour demander à ce président de ne plus se présenter aux élections. Vous vous rappelez des prises de position que ce groupe de la société civile a eues pour proposer déjà à son temps qu'un processus de transition se mette en place et que des civils compétents soient désignés pour former un comité qui doit donc organiser des élections
crédible, parce que c'est de cela qu'il s'agit et pas d'autre chose. Mais quand le CMT a pris le pouvoir contre vents et marées pour, semble-t-il, des problèmes de sécurité, le constat est que l'insécurité a sévi plus gravement qu'avant et continue de sévir. C'est quand on entend le bilan du président du CMT, on se croirait dans un autre pays parce que les Tchadiens sont là et voient comment les choses se passent, comment l'insécurité empêche aux citoyens lambda de sortir de chez lui et d'aller vaquer des occupations comme il l'entend. Les agressions dans les rues, c'est au quotidien. On nous parle de quelle sécurité? Donc, c'est pour confirmer que la répression est la règle. Ce gouvernement de ce système-là est fondé sur la répression et pas sur autre chose. Très bien. Merci Delphine. On a vu le point, un bilan politique, on a fait un point sur le plan des libertés. Sur le plan économique, sur cette année d'exercice, Cécile Petit-Demange, le pays traverse une grave crise économique. Il y a des ressources issues du pétrole, même si le prix du baril était en chute ces derniers temps. Et il y a des dépenses militaires qui restent toujours croissantes. Quel bilan économique on peut faire à ce sujet sur cette année d'exercice? La situation, enfin l'économie du Tchad est complètement sous asphyxie et perfusée en fait à l'aide internationale. Il y a eu 570 milliards de prêts qui ont été décaissés par le FMI en décembre dernier. Un accord a été signé. Malheureusement, c'est clairement pas assez. Comment cet argent va être géré, etc., ça, c'est une autre question. Le Tchad est sous perfusion depuis pratiquement son indépendance et les structures de gouvernance, la corruption allant croissante ne permettent pas au pays de se développer. Le Tchad est aussi pieds et poings liés en fait avec Glencore. Le gouvernement doit un peu plus de 1 milliard de dollars à cette entreprise de trading anglo-suisse, ce qui pèse énormément en fait dans son budget. Les négociations sont pour le moment au point mort, alors que le Tchad est producteur, comme vous le disiez, de pétrole. Cette production a été, les revenus, les dividendes de cette production ont été totalement capturés par certains membres du pouvoir et comme au même titre que l'or, actuellement plus ou moins exploité de façon informelle au nord et principalement au nord du Tchad. Donc le Tchad en fait a des ressources minières, donc le pétrole et l'or, comme je le disais, son sous-sol regorge de beaucoup de minéraux, mais les structures ne sont pas au rendez-vous pour que cela puisse profiter au plus grand nombre. Donc là, pour le moment, le pays est en attente, même par rapport à la question du financement aussi de la transition qui coûte environ 800 milliards de francs CFA, donc plus de 1,2 milliard de dollars. La France, l'Union et l'Allemagne, dans une moindre mesure, ont décaissé certains fonds, mais qui restent totalement mineurs pour mener à bien la transition. Donc le Tchad, pour l'instant, est en attente de liquidité, clairement. Et puis le prix de la vie augmente. En plus, on est en période de Ramadan actuellement. Enfin, je pense que Delphine et Jacques pourront en parler mieux que moi, mais le prix des denrées alimentaires a augmenté. Aucun mécanisme n'est mis en place pour aider les ménages les plus pauvres. La période de soudure est avancée cette année. Donc, il y a des gros risques de sécurité alimentaire pour les mois prochains. Et pour l'instant,
aucun mécanisme qui n'a été mis en place pour gérer la crise alimentaire à venir. Donc voilà, une économie complètement asphyxiée, complètement sous l'eau, malheureusement. Très bien. Merci. Alors, on est aussi un peu pris par le temps. J'aurais bien voulu vous faire rebondir, Jacques, effectivement, sur le coût de la vie, mais peut-être qu'on aura l'occasion. Je vais laisser la parole à Anna Simon pour la question des internautes. Anna, c'est à toi. Oui, on a reçu beaucoup de questions sur ce premier axe, dont une sur les relations entre la France et le Tchad, qui est quel rôle joue la France sur la transition tchadienne? Thomas, vous voulez répondre? Oh, ben, il y aura des romans à écrire sur le rôle de la France dans la transition tchadienne. Bon, De manière concise, s'il vous plaît. on va faire très court. Bon, vous savez que la France a toujours soutenu le régime Déby, le régime de Déby père. Enfin, elle a sauvé à plusieurs reprises quand des rebelles étaient aux portes du palais présidentiel en 2006, en 2008. Cécile a encore rappelé l'épisode de 2019 où une colonne de rebelles avait été bombardée par l'armée française. Et c'est vrai que dès la mort d'Idriss Déby, la France a favorisé la violation constitutionnelle, puisque normalement, c'était au président de l'Assemblée nationale de prendre le pouvoir et d'organiser des élections dans un délai de 3 mois. Or, il y a eu un bon vieux coup d'État comme aux plus grandes heures de la France-Afrique et on a installé le fils. Et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il s'est empressé d'aller adouber Déby fils en allant aux obsèques de son père et en légitimant finalement le coup d'État. Et même la répression de la manifestation qui s'est déroulée quelques jours après la visite d'Emmanuel Macron n'a pas fait bouger la France dans sa position vis-à-vis du Tchad. Et c'est ça qui cristallise véritablement les contestations de la population tchadienne et aussi de la population africaine. Ça veut dire qu'on critique le coup d'État au Mali parce que la junte malienne est en train de se rapprocher des Russes et on adoube la transition tchadienne parce qu'elle reste favorable à la France. On impose un train de sanctions économiques très dur vis-à-vis du Mali qui touche pas seulement la junte, mais aussi la population malienne. Et effectivement, on continue à donner des facilités de crédit à la junte tchadienne. On a parlé des prêts du FMI, mais on pourrait encore parler de la suspension du service de la dette que le Tchad doit à la France. Donc, il y a un véritable soutien qui est allé très, très loin. J'avais travaillé un peu dessus et Mediapart l'avait confirmé. C'est allé jusqu'au fait que l'ambassadeur de France au Tchad, donc M. Kochri, convoque, en violation quand même d'un certain nombre de principes, dont celui de la souveraineté, convoque des acteurs de la société civile, donc des acteurs de l'opposition, de la plateforme Waki Tama, pour leur demander de ne pas manifester contre le régime en place. Donc finalement, l'ingérence de la France va très très loin. Il y a, je pense, une colère de la population vis-à-vis de ce système où finalement on a l'impression que la junte tchadienne est complètement tenue et soutenue de l'extérieur. Est-ce qu'il risque à un moment ou à un autre de se retourner contre la junte? Et puis un tout dernier point, ça veut dire que ce soutien de la France ne va cesser de s'accroître puisqu'on est dans un contexte géopolitique tendu et on a une immixtion d'autres puissances et notamment de la Russie dans le précaré français. On l'a vu en Centrafrique et on l'a vu au Mali. Donc le fait que les autorités françaises et notamment Jean-Yves Le Drian aient peur que la Russie demain joue un rôle au Tchad va ne faire qu'accroître le soutien de la France à cette actuelle junte qui lui est favorable. Et on sera prêt à toutes les concessions pour maintenir un régime qui reste notre allié. Merci pour cette réponse. On a plusieurs questions, on ne va pas pouvoir répondre à toutes, mais une deuxième question, notamment peut-être Delphine Giraibé pourrait peut-être y répondre sur la répression des opposants. Au-delà de la répression violente des manifestations, a-t-on constaté une augmentation de la criminalisation et des intimidations contre les défenseurs des droits humains au Tchad? Oui, la réponse courte est évidemment oui, parce que rien n'a changé en fait. Rien n'a changé et tout ce qui semble être fait pour aller dans le sens d'une amélioration ne l'est que pour l'opinion internationale en fait. Les défenseurs des droits de l'homme sont souvent menacés. Le dernier cas que nous avons, c'est le coordonnateur national de la Ligue tchadienne des droits de l'homme qui a été attaqué chez lui à domicile et on a tiré sur lui à bout portant. Heureusement, il a la vie sauve en ce moment,
mais les agressions sont légion, que ce soit les défenseurs des droits de l'homme, les acteurs de l'opposition, les agressions sont légion. Il y a des cas où on vous attaque dans la rue, on vous attaque à toute heure et chez vous. On n'est pas en sécurité au Tchad en ce moment. Si on vit, si vous voyez que nous sommes là, je suis croyante et je dis tout simplement que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Sinon, l'insécurité sévit plus gravement que par le passé, si la comparaison est permise. Mais nous restons constants en disant que c'est un même système et il n'y a que des degrés de variation qu'on constate. Mais la règle, c'est la répression pour faire taire les acteurs de la société civile, pour museler l'opposition et pour faire en sorte que le pouvoir, ce système, donc se pérennise au pouvoir. Chaque fois qu'on lâche un peu la prise, c'est qu'on s'est assuré que rien qui va se faire ne va impacter le pouvoir dans le sens de le faire partie du pouvoir. Et ça, il faut qu'on prenne la mesure de la chose, parce que quand on parle de cette transition contre vents et marées, quand une opinion pense que la transition va se faire, qu'il y a le dialogue, qu'il y a des signes d'apaisement, de l'intérieur, nous disons que c'est tout simplement du bluff. Parce que dès le départ, nous avions dit que ce dialogue-là n'aura jamais lieu. Et on est en train d'aller vers là parce que les éléments sont en train d'être mis en place pour un renouvellement de la période de cette transition, quand on se sera assuré que le président de la transition va se faire réélire, on ira donc à des élections qui ne seront ni crédibles, ni transparentes. Et puis, voilà, et la machine avance. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les Tchadiens ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et le changement, qu'on le veuille ou non, est en marche et arrivera certainement à un moment donné. Mais les éléments qu'on avance pour justifier une transition qui n'en est pas un, on ne fait pas un coup d'État et on impose une transition avec des structures qui sont décriées. Et le CNT représente quoi aujourd'hui quand les mêmes, le président de l'Assemblée qui a été là, qui a présidé une assemblée illégitime, qui a été prorogée à plusieurs reprises, qui s'est lui-même dit malade, et on le prend, on le nomme président d'un CNT avec des personnes qui étaient là depuis le début. Qu'est-ce qu'on espère? Dans quelle structure on peut espérer avoir un changement positif avec ce qui se fait? Le CMT, même au pouvoir, avec les 15 généraux qui sont là, qui sont des machines à sous. Quand on parle du pétrole et de l'argent qui a été englouti au détriment de la population, c'est des structures qui sont des machines à sous quand la population se meurt. Aujourd'hui, la pauvreté a atteint des degrés insoutenables. Vous êtes à N'Djamena. N'Djamena est la 3e ville la plus chère au monde et la majorité de la population n'a pas son pain quotidien et meurt pour toutes les raisons. Excusez-moi, Delphine, je vais devoir vous couper. On a une dernière question, sinon on va manquer de temps. Donc, une dernière question sur cet axe-là. En pensant positif, en allant aux élections, quels partis ou leaders peuvent représenter l'espoir d'une vraie alternance au Tchad? La question est à qui? À qui aura la réponse? Jacques peut y aller. C'est une question complexe. Hein? Pour aller aux élections, qui pourra représenter les Tchadiens? Ça, c'est une question très complexe. Aujourd'hui, nous voyons que s'il y a un chef de parti qui présente quand même de l'espoir pour les Tchadiens aujourd'hui, c'est le président des transformateurs. C'est le président des transformateurs et c'est la jeunesse qui est autour de lui. C'est ça qui donne un peu de l'espoir aux Tchadiens.
Mais sinon, au-delà de cela, moi, je pense qu'il y a d'autres questions qui se focalisent beaucoup plus sur la question des élections au niveau du Tchad, où tout se base sur des questions religieuses, sur l'appartenance ethnique et autres, tout ça, cela biaise la cohésion sociale au niveau du pays. Alors, toutes ces questions, aujourd'hui, les Tchadiens ne sont pas dites, ils savent que leurs problèmes ne viennent pas des questions de religion, ni des questions d'appartenance ethnique. Mais leur problème vient du fait qu'il y a un groupe de personnes qui aujourd'hui confisquent le pouvoir et privent les Tchadiens de vivre normalement, de pallier aux besoins des premières nécessités qui sont les denrées alimentaires et autres, tout ça qui sont aujourd'hui un véritable problème dans notre pays. Alors, sur cette question d'alternance ou qui va succéder demain Mohamed Kaka au pouvoir, il faudrait que cette transition aussi, qu'on voit l'issue de cette transition, est-ce que c'est une transition qui va bien finir? C'est aussi là le problème. Sinon, nous restons, tant qu'on vit, il y a toujours l'espoir et on a l'espoir que les choses vont changer. Voilà, merci. Je peux juste ajouter, l'important, c'est d'avoir un processus qui puisse permettre aux Tchadiens de choisir librement la personne qui peut présider à la destinée du Tchad. Et je crois que les Tchadiens savent exactement qui peut présider à la destinée du Tchad si on leur en donne la possibilité. Si on leur en donne la possibilité. Moi, je refuse d'avancer des noms parce que j'ai un souvenir très amer concernant le président Ibni Omar Mamad Sali. À l'époque, quand on faisait le plaidoyer pour une alternance crédible au Tchad, la question avait été posée pour nous demander mais qui pourrait être une alternative au président Déby. Et le nom de Mamadi Saleh Oumar est ressorti et il faisait l'unanimité entre tous les Tchadiens, entre le Nord, entre le Sud. Malheureusement, ça a servi à ce qu'il devienne la cible. Il a été enlevé et aujourd'hui disparu pour toujours peut-être. Donc, ne nous demandez pas d'avancer des noms parce que le contexte du Tchad est très difficile. On a besoin d'un processus et les conditions d'un tel processus doivent être en place. Des élections crédibles, on le sait, il faut des structures. Oui. Merci. Delphine, merci. Excusez-moi, Delphine. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi dans une troisième partie sur l'avenir et sur l'ouverture, si vous le permettez. Ce que je voulais, la session des questions-réponses est terminée, elle sera rouverte dans une demi-heure à peu près. Là, on va aborder la seconde partie du débat, qui est plutôt une rétrospective historique, puisque le CMT porte même dans sa sémantique Conseil militaire de transition, le terme de transition. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est déjà une transition ou une continuité avec le passé? Et donc, c'est vraiment l'objet de cette seconde partie, et notamment sur l'historique, l'histoire du Tchad. Et Delphine, d'ailleurs, vous allez reprendre la parole, si vous le voulez bien, parce que j'ai une question pour vous. On voit que depuis, dès le départ, dès l'indépendance, en 1960, avec François Tombalbaye, on a une confiscation du pouvoir qui interdit le multipartisme et ensuite ça continue avec Maloum, Hissène Habré. Quelles sont les stratégies de ces dictatures successives ont-elles mis en place pour priver les Tchadiens des libertés fondamentales? Ok, comme vous le dites si bien, le Tchad est mondialement reconnu comme un pays où les droits humains sont souvent gravement et systématiquement violés. Les stratégies sont pratiquement les mêmes et c'est basé sur la violence. La violence, l'absence de démocratie, la violation à grande échelle des droits humains et des libertés fondamentales, et surtout
le mode de prise de pouvoir. Quand le pouvoir par les armes, on confisque ce pouvoir-là par les armes et voilà, le tour est joué. On n'a pas une armée nationale qui est au service de la population. L'armée qui est mise en place est constituée dans une grande partie des éléments de ressortissants d'une même région, d'une même ethnie et qui obéissent à leur chef militaire. C'est tout ce qu'on a vécu sous le régime de feu Idriss Déby et ça continue. Nous sommes gouvernés par un pouvoir qui a assis son pouvoir sur la violence par le biais de ce qu'on appelle les forces de défense et de sécurité, mais qui n'en sont pas vraiment une parce qu'obéissant à leur chef et faisant la volonté de leur chef au détriment d'une population qu'elles sont censées protéger. Et donc, on se retrouve dans une situation où aucun service public ne marche. Il n'y a aucune volonté de mettre des services publics dignes de ce nom à la disposition des populations. L'accès aux biens de première nécessité, l'eau, l'électricité, ça reste dans le domaine des rêves. Il semble qu'on ne doit même pas réclamer cela. Quand vous prenez comment les biens publics, l'argent public est géré, c'est là tout le problème, c'est ça la stratégie. On vient au pouvoir pour s'enrichir. On est dans le monde où les gens au pouvoir sont devenus des vrais kleptocrates qui s'enrichissent à outrance au détriment de la population. Et quand on maintient cette population dans une telle pauvreté, on domine. On domine parce qu'on vient jeter des miettes et tout le monde court, tout le monde fait allégeance. Et la gestion rationnelle de la chose publique n'existe plus. Le salut serait une vraie démocratie qui permet qu'il y ait en place un bon système de contrôle entre des pouvoirs entre elles-mêmes et des pouvoirs par les citoyens. Mais cela n'existe pas. Et c'est à Delphine, que cela n'existe pas. D'accord. Oui. Quand on avait préparé ce pré-entretien, quand je vous avais posé cette question sur les stratégies des dictatures, vous m'aviez dit un peu pêle-mêle, sans hiérarchie, il y a la violence, mais il y a aussi l'impunité, l'insécurité. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit sur ces stratégies pour priver les Tchadiens des libertés fondamentales? Oui, bien sûr, j'allais en venir. Il y a la violence, je me suis attardée beaucoup là-dessus, mais il y a également l'impunité. On est dans une société où il y a des catégories de personnes qu'on appelle des intouchables et qui ont pratiquement droit de vie et de mort sur les autres citoyens. Et le système judiciaire ne peut rien contre eux parce que vous ne pouvez rien obtenir quand vous avez en face de vous ces personnes appelés les intouchables. Et le troisième élément, c'est donc l'insécurité. L'insécurité qui est utilisée même internationalement pour oublier les Tchadiens. C'est comme si le Tchad, c'est juste un territoire et il n'y a pas de personne là-bas. Donc, on utilise le Tchad pour régler la sécurité, les questions de sécurité aux frontières, au détriment de la situation interne et des Tchadiens elles-mêmes. Et c'est l'argument phare aujourd'hui qui fait que le système, depuis le début, et le pouvoir même, j'arrive pas à prononcer le nom du comité militaire au pouvoir, bénéficie de tout le soutien de l'international et en première ligne la France, parce qu'on a toujours désigné le Tchad comme ayant une relation privilégiée avec la France, qui est son ancien colonisateur. Je ne sais pas si le mot ancien est à sa place, mais bon, on continue d'avoir des relations privilégiées qui fait que les intérêts des Tchadiens surtout n'est pas sur la table de discussion. Donc, ces trois éléments-là, sans
parler d'une hiérarchie entre elles fonde donc le pouvoir dans un système qui n'a aucune volonté politique réelle de faire en sorte que les populations puissent vivre dans un environnement sécurisé, apaisé, ayant accès à un minimum. Les institutions. Merci Oui. Delphine. Merci Delphine. Merci. On va vous proposer la diffusion d'une vidéo qui remonte au 4 décembre 1990. C'est la déclaration d'Idriss Déby sur une allocution 3 jours après sa prise de pouvoir, le 4 décembre. Il faut bien tendre l'oreille parce qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, concentrons-nous. Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prison politique. Jacques, est-ce que vous voulez réagir à cette vidéo, enfin en tout cas cette allocution sur la liberté? Vous êtes avec nous, Jacques? Allô? Thomas, est-ce que vous voulez prendre le relais? On a peut-être perdu Jacques, on a le temps de le retrouver. Thomas, vous êtes avec nous? Oui, pardon, j'avais oublié de désactiver mon micro. Voilà, Ah oui. Okay, je suis revenu parmi les vivants. Je vais vous poser la question un peu différemment. Finalement, initialement, ce contrat politique, c'était finalement, on vous donne la liberté. Le contrat politique a un peu changé. C'était maintenant, c'est la sécurité au détriment de la liberté. Est-ce que c'est bien ça, en fait, qui s'est passé avec sous le régime Déby? Oui, bah, ceux qui ont vécu au Tchad pendant 30 ans sous le règne de Déby peuvent mieux témoigner que moi. C'est-à-dire Idriss Déby est arrivé au pouvoir par un coup d'État. D'ailleurs, avec l'aide de la France, il a été soutenu par le SDEC, qui était l'ancêtre de la DGSE. Il avait renversé Hissène Habré, qui avait aussi été beaucoup soutenu par la France, mais qui avait fini par être lâché pour diverses raisons, et pas seulement parce que c'était un tyran sanguinaire. Mais effectivement, c'est-à-dire qu'il y a eu, si à un moment il y a eu un espoir à l'arrivée d'Idriss Déby, ça s'est très vite terminé, puisque dès 1991, on a l'assassinat du président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Joseph Beidi, et puis ça ouvre le bal d'une série d'assassinats politiques, de répression, de meurtres, de terreur, voilà, qui s'est déroulé pendant 30 ans, qui est passé par, Delphine en parlait, l'assassinat d'Ibn Omar Mohamed Saleh, mais il y a eu beaucoup de figures de l'opposition, Abbas Koti, Bichar Adigui, qui ont été assassinés. Et effectivement, il n'y a jamais eu la concrétisation de la promesse de démocratie, puisque à aucun moment il y a eu l'organisation d'élections libres et démocratiques. Et il faut se souvenir que quand Idriss Déby est mort, il venait d'être réélu, et je mets des guillemets autour de réélu, à un 6e mandat dans des élections qui étaient toujours très contestées et suspectées de bourrage d'urnes. Donc, on va dire que c'est une déception. Effectivement, à partir du moment, au tournant des années 2010, quand il y a eu le terrorisme qui s'est installé au Sahel, on a encore moins prêté attention à toutes ces problématiques de démocratie, de liberté fondamentale, puisque on faisait passer la sécurité avant tout. On présentait Déby comme un facteur de stabilisation et d'ordre au Sahel. C'est comme ça que la communauté internationale, et notamment la France, l'a présenté. Et au nom de ce maintien de l'ordre, ce maintien d'une pseudo-paix, on lui passait toutes ces répressions, toutes les arrestations d'opposants, toutes les atteintes aux libertés fondamentales. Donc oui, c'était une vraie déception. Mais moi, je pense qu'il n'y a jamais eu un espoir fou qu'a dégagé Idriss Déby, puisque Idriss Déby était, faut-il le rappeler, le chef d'état-major d'Hissène Habré, le président, avait participé à toutes les exactions du président Hissène Habré, et donc est arrivé au pouvoir en bon militaire et a régné en bon militaire. Et d'ailleurs, il est mort comme il a vécu. Merci, merci Thomas. Delphine, je vais revenir vers vous. Toujours dans cette idée de transition, de continuité avec le passé, notamment sous la période Déby.
en tant qu'avocate, notamment, comment vous pouvez décrire aujourd'hui ou même passer les conditions carcérales au Tchad, la répression, l'existence de la torture? Quel tableau on peut faire à ce sujet-là? Ça me faisait sourire tout à l'heure quand je l'ai écouté le défunt président dire que les conditions vont s'améliorer, qu'il n'y aura plus de problèmes dans les prisons en quelque sorte. Je crois que c'est juste une déclaration comme les autres parce que les conditions carcérales au Tchad sont des plus exécrables qu'on peut imaginer. C'est au point où vous ne pouvez même pas souhaiter à votre pire ennemi de passer un temps soit peu dans les prisons au Tchad ou dans ce qui en tient lieu, parce que les cellules sont déjà petites et les personnes sont entassées les unes sur les autres. Quand vous avez la chance d'être dans une cellule, vous échappez peut-être aux intempéries, mais ceux qui sont dehors sont exposés à toutes sortes d'intempéries. Quand il pleut, vous êtes là, il fait 45 degrés, vous êtes là, et les épidémies, quand ça tombe là-bas, les gens meurent comme des mouches. Les conditions de sécurité ne sont même pas garanties parce que quand vous êtes en prison, surtout en ce qui concerne les défenseurs des droits de l'homme, votre sécurité n'est pas garantie. Vous pouvez vous faire abattre sous prétexte d'une évasion ou de tout ce qui peut être imaginé. On décrit souvent les prisons au Tchad comme des couloirs de la mort. Et donc, c'est vraiment, vraiment difficile. Les associations de défense des droits de l'homme faisaient des visites périodiques dans des prisons pour essayer d'apporter leur contribution, un petit soulagement pour les prisonniers. Et ça nous a permis de temps en temps de jeter un regard sur la nourriture que les prisonniers mangent, la qualité, les salles désirées, les conditions d'hygiène, n'en parlons pas, les sanitaires n'existent pas, donc les gens vivent pratiquement dans leurs déchets. Et quand vous êtes prisonnier et que vous n'avez pas un membre de la famille qui s'occupe de vous, qui vous amène de la nourriture, et bien, vous êtes laissé à ces conditions exécrables. Manger vraiment du n'importe quoi. Merci Delphine. Sur le plan politique, Thomas Dietrich, on reparle encore de stratégie, mais quelles étaient justement les stratégies pour Idriss Déby pour assurer une telle longévité, 31 ans au pouvoir? Est-ce que le soutien de la France, est-ce que le fait de s'entourer de son clan ont été des facteurs prépondérants, et aussi l'appui de l'armée? Bon, moi je ne réduirais pas tout au soutien de la France. C'est-à-dire c'est effectivement une des explications et de manière très factuelle, à plusieurs reprises, j'en ai parlé avant, il a été sauvé par l'armée française en 2006, dans une moindre mesure en 2008, en 2019, c'est-à-dire qu'il a été appuyé dans son pouvoir. Il y avait, bien avant l'opération de lutte antiterrorisme au Sahel de la France, l'opération Barkhane, il y avait une opération épique qui était présente au Tchad, qui n'avait d'autre but, puisqu'à l'époque, il n'y avait absolument pas de terrorisme, que de maintenir le président Idriss Déby au pouvoir. Mais ça serait un peu réducteur et un peu simpliste aussi, peut-être un peu paternaliste, c'est-à-dire que Idriss Déby avait quand même, savait diviser pour mieux régner. C'est-à-dire dans un pays qui a longtemps été à feu et à sang, très divisé, morcelé, il a su régner pendant 30 ans, ce qui est quand même un exploit inégalé, en sachant que le Tchad a connu énormément de coups d'État depuis son indépendance, et effectivement, il a su nommer les bonnes personnes au poste à responsabilité, il a su tuer les personnes qui lui faisaient de l'ombre. On a parlé d'Ibrahim Saleh, qui a longtemps été présenté comme l'opposant principal, l'alternative démocratique à
à Idriss Déby, il a vraiment, voilà, il a su établir une sorte de règne avec des féodalités, des vassaux, un soutien à l'international de la France, des capacités d'action aussi, on en a très peu parlé, mais ses capacités d'action dans d'autres pays. Par exemple, le Tchad a beaucoup soutenu Mouammar Kadhafi en envoyant des mercenaires. Idriss Déby a aussi été un facteur de déstabilisation dans des pays voisins comme la Centrafrique et dans une moindre mesure le Cameroun. Donc c'était quelqu'un qui s'est construit aussi une stature, fut-il le pire dictateur sanguinaire, le Tchad était considéré comme une des 5 pires dictatures au monde sous Idriss Déby, mais fut-il ce dictateur sanguinaire-là, il a su se construire en Afrique une certaine stature, une certaine aura de chef de guerre et gagner le respect et la crainte aussi de ses pairs, parce qu'il était très craint notamment de ses voisins d'Afrique centrale. Donc tous ces éléments mis bout à bout ont fait qu'Idriss Déby a pu pendant 30 ans régner par la terreur, par le meurtre, par une certaine forme d'intelligence politique et machiavélique aussi, et bien évidemment aussi, parce que rien n'aurait pu quand même se faire, avec le soutien de l'international et notamment de la France. Est-ce que Mahamat marche sur ses pas? Est-ce qu'il est dans une espèce de mimétisme de son père? Est-ce qu'il a la même morale? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons avec son père? Bon, c'est sûr que je ne pense pas qu'il ait l'intelligence et la capacité à comprendre comment dire, à diriger les êtres humains, ou en tout cas à terroriser les êtres humains qu'avait son père. Il est effectivement dans une légitimité beaucoup moins solide qu'avait son père, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il essaye de tendre la main à des opposants ou à des pseudo-opposants pour les intégrer au gouvernement et dire à la communauté internationale, regardez, je suis inclusif. Mais c'est vrai qu'il est au début en tout cas, il a clairement l'intention, en tout cas il n'a pas démenti, de se présenter aux présidentielles qui suivront la transition, malgré le fait que normalement ça soit qu'une transition et que les membres du Conseil militaire de transition ne puissent pas se présenter aux élections futures. Il n'en reste pas moins qu'il se voit bien construire une dynastie à l'image de son père. Et en cela, il est poussé, puisqu'on en reparle, le CMT, les 15 généraux du CMT, c'est l'entourage direct de son père, Taher Erda, Mahamat Ismail Shaibo, l'ancien rebelle Mahamat Nour Abdelkerim, c'est les gens qui constituaient la première garde de son père et qui, comme ça s'est fait un peu dans toute proportion gardée au Togo où le fils Fornia Simbe a succédé à son père, on peut très bien imaginer qu'il puisse continuer pendant 15 ans. Il y a quand même un seul hic, c'est que le peuple tchadien, et ça Delphine et Jacques pourront en parler mieux que moi, ne semblent absolument pas d'accord avec cette transition héréditaire et le fait que ce régime reste en place. Un régime qui, quand même, malgré la manne pétrolière, maintient le Tchad dans des abysses de pauvreté. Le Tchad est 187e sur 189 à l'indice de développement humain, malgré les mannes pétrolières d'or, de coton, d'élevage, etc., etc. Et les manifestations qu'il y a eu ces dernières années, qui ont été durement réprimées, ont montré une envie profonde de changement du peuple tchadien, et ça viendra peut-être contrecarrer les plans de Mahamat Déby et de la France, qui voit bien le clan Déby s'éterniser au pouvoir. Merci Thomas. Alors très rapidement, Cécile, on va vous demander un exercice de synthèse acrobatique, parce que la question est assez dense. L'histoire contemporaine du Tchad est ponctuée justement de rébellions, d'ingérences de pays étrangers. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de cette période-là de l'histoire tchadienne? Oui, alors les gouvernements successifs tchadiens ont toujours su jouer en fait des coups. C'est ce que Thomas et Delphine la dernière fois. C'est-à-dire que les gouvernements ont toujours réussi à utiliser leur dépendance, la dépendance dans leurs intérêts. Donc, ont toujours su jouer sur certaines menaces, dont la dernière en date, la menace antiterroriste, pour sauvegarder leur pouvoir. Donc, pour faire bref, toujours eu ce qu'on appelle des ingérences justifiées par différentes menaces. Donc, dans les années 60, sous le gouvernement Tombalbaye, la France a brandi la menace communiste pour soutenir le président, donc le premier président de l'indépendance, François Tombalbaye, et aider le gouvernement à lutter contre les rebelles du Frolina. Puis ça a été
la justification de la menace islamiste. Hein, donc, ce qui était disait, c'était la Libye de Muammar Kadhafi et dans une moindre mesure le Soudan, donc pour contrer cette de longue date, le risque de toute influence arabo-musulmane et puis de voir le Tchad tomber dans le giron des pays du Moyen-Orient, et ce qui joue toujours à l'heure actuelle dans la carte mentale française. Donc tout au long en fait de l'histoire récente du Tchad, la France notamment a utilisé différentes justifications, donc que ce soit la menace communiste, que ce soit la menace arabo-musulmane et là plus récemment la menace djihadiste pour légitimer son soutien au gouvernement successif. Et là, comme l'a rappelé parfaitement Delphine, il y a un amalgame en fait qui est fait entre terroristes islamiques et rebelles. Ce qui permet en fait au gouvernement tchadien de délégitimer toute une partie de la population et de mettre au placard des revendications somme toute tout à fait légitimes. Merci beaucoup, Cécile. Anna, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a beaucoup de questions, mais pour être un peu dans les temps, on va en poser qu'une seule. Et c'est sur les mouvements d'opposition. Donc, si Jacques est là, peut-être qu'il pourra y répondre. C'est que restera-t-il comme moyen d'action à l'opposition politique et à la société civile si jamais la transition venait à être prolongée et que le dialogue ne donnerait pas satisfaction? Doit-on s'attendre à l'éclatement de nouveaux conflits armés? Donc, je ne sais pas si Jacques nous entend. Alors? Oui. Oui, je vous entends. Oui. Oui. Je n'ai pas bien saisi la question. Oui. Que restera-t-il comme moyen d'action à l'opposition politique et à la société civile si jamais la transition venait à être prolongée et que le dialogue ne donnerait pas satisfaction? Est-ce qu'on devrait s'attendre à des conflits armés? Moi, je pense que le seul moyen qui reste, soit à la société civile ou aux partis politiques de l'opposition, c'est la mobilisation citoyenne. Il faut mobiliser les citoyens à dire non à la prorogation de la transition au niveau de notre pays, le Tchad. Et ce travail doit être fait. Je ne peux pas développer aussi notre stratégie sur le plateau ici, mais il serait intéressant que la population puisse prendre conscience du danger qui se tourne là autour d'elle. Parce que cette question aujourd'hui, si on proroge la transition, ce n'est pas pour pouvoir donner une issue civilisée de notre transition. Il serait important pour les différents acteurs, que ce soit les partis politiques, surtout au niveau des partis politiques de l'opposition, on leur dit qu'il est temps de s'éveiller et de regarder les choses d'une manière objective. La manière où on est en train d'organiser les choses, quel qu'en soit Delta, on nous dira demain que la transition sera prorogée parce que même la charte de transition n'a pas été claire sur les délais de la transition. La charte de transition au niveau du Tchad reste très confuse en ce sens qu'on ne sait pas notre transition va s'arrêter en quelle période. Il n'y a aucun calendrier qui a été mis en place aussi pour dire que la transition va aller de telle période à telle période, on va passer le pouvoir à un régime qui serait élu lors d'une élection présidentielle et autres, tout ça. Aucun programme. On est resté dans une confusion la plus totale. Et cette confusion, ça a été drainé aussi parce que tout à l'heure, Cécile parlait par rapport au dialogue de Douala. C'est cette confusion-là qui se pointe toujours à l'horizon parce que même le dialogue au niveau de Douala, il n'y a aucun calendrier, il n'y a aucun programme qui a été mis en place pour faire dérouler les choses d'une manière normale. Et ceux qui aujourd'hui dirigent ou ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la transition savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour nous endormir et dire que les choses n'ont pas été mises en place et il faut prolonger la transition.
alors c'est aux partis politiques et aux organisations de la société civile de rester éveillés. Merci. Merci Jacques. C'est une parfaite transition parce qu'on voulait aborder pour ce troisième et dernière partie les perspectives à court terme et à moyen terme. Donc vous avez quand même répondu partiellement. Je vais faire un autre tour de table. Cécile, quels sont, au sujet de la transition au bout des 18 mois, bon, qui sera probablement reconduite pour une nouvelle fois, quels sont les scénarios envisageables à l'avenir? Alors, c'est toujours un peu dur de prédire l'avenir, et puis c'est pas notre métier de chercheur c'est pas le cœur de notre métier de chercheur. Néanmoins, on peut, selon l'environnement actuel et puis les forces et faiblesses qui se dessinent maintenant, on peut imaginer trois scénarios. Donc, le premier qui serait une révolution en fait de palais. Donc, comme l'a rappelé Thomas, Mahamat Kaka est mal assis, entre guillemets, et manque de légitimité au sein de son clan et puis des proches du gravitant autour du pouvoir. Donc, on peut tout à fait imaginer que Kaka, en fait, ne termine pas la transition et soit renversé par l'un de ses parents. On peut imaginer aussi, voilà, des manifestations, Wakit Tama qui prend de plus en plus d'ampleur, des manifestations populaires de plus en plus fortes, et puis pourquoi pas un coup d'État, en tout cas une révolution populaire. On peut imaginer aussi que finalement la transition soit prorogée, ce qui est certainement le scénario le plus probable. Et puis que Mahamat Kaka se représente à la tête, se représente aux élections prochaines, lui ou l'un de ses frères, mais pour garder, en tout cas sauver le pouvoir au sein du clan. Donc la quid encore de la société civile. Et puis on commence à avoir une liaison un peu probable, difficile. c'est des élections libres et transparentes, la transition qui se termine au bout des 18 mois, etc. Et une réelle mise en pratique de la démocratie. Mais là, pour le moment, c'est encore très peu probable. Et pour revenir à la question de tout à l'heure qui a été posée, l'action en fait des politico-militaires et des groupes rebelles, ça reste aussi également une inconnue, quand bien même les politico-militaires ont pour le moment peu de force en fait sur le terrain, sont même divisés, etc. Donc les politico-militaires sont pour l'instant en position de faiblesse, mais rien ne nous dit qu'ils pourraient faire alliance, et c'est justement ce que Thomas disait, avec les Russes ou avec d'autres pays, ou en tout cas groupes de personnes pour reprendre force. Merci. Delphine, sur le rôle de la société civile, quel sujet la société civile devra-t-elle défendre au cours de ces prochains mois pour atteindre l'objectif justement de démocratie, et quels sont ses atouts et quels sont les leviers qu'elle devra activer pour y parvenir? Je pense que dans la logique de la revendication d'un Tchad démocratique où les droits humains sont respectés, la société civile doit continuer. Elle doit vraiment continuer à réclamer un environnement propice à l'expression libre et à la liberté de manifester. Parce que c'est par cette voie qu'elle peut s'exprimer et revendiquer que les droits soient respectés. Elle doit réclamer les conditions d'élection libre. Je l'avais déjà évoqué, pour qu'une vraie démocratie se mette en place. La société civile ne devrait pas se laisser intimider et se laisser prendre au piège vraiment d'une nécessité artificielle, d'un dialogue artificiel. Le dialogue a certes des vertus que nous ne contestons pas, mais ce dialogue-là doit être fondé sur des bases sincères, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, parmi les éléments qu'il faut
revendiquer, c'est qu'il faut d'abord qu'on partage les mêmes objectifs. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on est en train de réclamer et d'aller au dialogue. Les questions essentielles qui doivent être évoquées, c'est la question de la lutte armée, bien sûr, sans vouloir donner une prime aux rebelles. Il faut enlever les éléments qui font que les Tchadiens vont prendre les armes pour aller tuer d'autres Tchadiens. Ça, c'est essentiel. Il y a la question de la forme de l'État, par exemple. Il y a beaucoup de débats. En fait, tous les débats pour lesquels un dialogue pouvait se tenir sont sur la place publique. La forme de l'État. Aujourd'hui, la quasi-majorité des Tchadiens s'est exprimée en faveur d'une forme fédérale de l'État tchadien. Et je pense que cette question doit être aussi mise sur la table, la question de la laïcité qui va empêcher qu'une religion pense qu'elle domine sur une autre et que c'est une religion qui gère les choses publiques et gère l'État. Donc les revendications doivent aller dans ce sens-là sans complaisance, sans verser dans le populisme, parce que tout le monde dit dialogue, 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 ça devient comme un opium. Il faut qu'on se départisse de cela, que la société civile se tienne vraiment debout pour un changement positif. Le changement, il est en marche. La jeunesse est debout, les femmes sont debout, et il faut qu'on aille à ce changement-là sans complaisance. La communauté internationale est dans une guerre de puissance, dans une guerre d'intérêt, et il faut que les Tchadiens, que la population tchadienne elle-même puisse prendre sa destinée en main. Merci. 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 Bon, le temps file à toute allure, malheureusement. Anna, est-ce qu'il y a des questions des internautes? Oui, il y a des questions. On va en faire deux. Juste, je voulais préciser que toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu à l'issue de ce webinaire trouveront une réponse dans le compte-rendu que nous ferons sur le webinaire, compte-rendu qui sera publié sur les sites de Tournons la page et d'Agir ensemble pour les droits humains et aussi sur leurs réseaux sociaux respectifs. Comme ça, vous aurez les réponses aux questions qui n'ont pas pu être posées. Une première question, c'est peut-être pour Thomas. Quel est le rôle et l'influence des agences des Nations Unies sur la question des droits humains, vu qu'il y a beaucoup de sous-bureaux des Nations Unies à travers le pays au Tchad? Les personnes qui sont sur place pourront peut-être en parler. C'est-à-dire qu'effectivement, les Nations Unies ont un rôle, mais c'est vrai qu'on ne les entend pas clairement. Bon, il y a des condamnations de principe, des répressions, des violations des droits de l'homme, de ce qui s'est passé à Abéché, ce qui s'est passé dans le sud à Sandana, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie, dont on ne parle pas souvent, c'est le conflit alors qui est présenté un peu rapidement comme étant le conflit entre éleveurs et agriculteurs. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les grands généraux du régime, les principaux pontes du régime, ont acheté, avec l'argent qu'ils ont volé, du bétail. Ils ont mis, pour convoyer ce bétail sur les routes de transhumance, des gens armés qui vont évidemment passer sur les terres d'agriculteurs et ça va occasionner des conflits. Et comme ces gens-là qui protègent le bétail de ces généraux tchadiens sont armés, ils vont commettre des exactions. Ce qui s'est passé il y a 2 mois au sud du Tchad où il y a eu une quinzaine de morts. Donc, bon, au-delà des condamnations de principe, on va dire que finalement, les grandes institutions, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union européenne, ont un peu emboîté le pas de la communauté internationale en disant bon, oui, c'est un coup d'État, il y a une répression, mais c'est pas grave, on va les soutenir parce que bon, ils sont dans le bon camp, ils ont l'avantage d'avoir les bons alliés. Il faut quand même se souvenir qu'il y a eu, juste après la mort d'Idriss Déby, la prise du pouvoir de son fils, une résolution qui a été votée à la quasi-unanimité au Parlement européen, une résolution qui appelait au retour à l'ordre constitutionnel, à l'organisation dans des plus brefs délais, à l'arrêt des exactions. Et la Commission européenne n'a rien fait de cette résolution, à part continuer à financer l'État tchadien et lui donner finalement les moyens de perpétuer son pouvoir illégitime. Donc moi, je trouve que ces organisations-là internationales
ont un rôle qui est quand même en dessous de ce que ça devrait être par rapport à une situation aussi exceptionnelle où ça devrait appeler à une réponse très ferme. Les Nations Unies pourraient par exemple être en droit de couper les vivres jusqu'à ce que des élections libres et transparentes soient organisées. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment inquiétant. Et encore une fois, on en revient toujours à cette question qui décrédibilise tant la France et les organisations internationales africaines, c'est-à-dire du deux poids, deux mesures, où on va adouber un régime à vie et on va condamner un autre régime qui est de la même nature parce qu'il aura eu le malheur de s'allier avec d'autres puissances ennemies comme la Russie. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question peut-être pour Cécile. Les élections ont-elles la moindre chance d'être transparentes à l'issue de cette transition? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'y répondre en fait. Tout dépendra de la recomposition du système partisan, tout dépendra du degré d'ouverture du CMT, tout dépendra de l'appui, de la position aussi de la communauté internationale. Donc il y a plein de données, c'est une équation pour le moment totalement inconnue, quoi. On rêve, beaucoup de Tchadiens rêveraient qu'effectivement il y ait des élections libres et transparentes, qu'avec une réelle ouverture du système partisan, mais ça pour le moment rien ne peut nous donner des gages allant dans ce sens. Rien du tout. D'accord, merci. D'autres personnes pourront répondre, mais là où je suis placée, je ne peux pas dire que oui, elles seront transparentes ou pas. En tout cas, là, pour le moment, on a toutes les conditions qui sont réunies pour qu'elles ne le soient pas. Eh bien, c'est presque l'heure de se dire au revoir. Avant de nous quitter, on voudrait quand même, d'une part, rappeler quelques recommandations du rapport. Voilà, agir ensemble pour les droits humains. Tournons la page et tournons la page le Tchad. On coécrit un rapport sur le Tchad, une répression héréditaire, et avec toute une série de recommandations. On ne peut pas toutes les décrire, mais en tout cas, il y a des recommandations qui sont destinées aux autorités tchadiennes, notamment de mettre fin aux campagnes d'intimidation contre les personnes, mettre fin aux restrictions apportées au fonctionnement d'Internet. Enfin, elles sont toutes à retrouver. Et puis, il y a aussi des recommandations qui sont destinées aux partenaires internationaux, comme l'Union africaine, l'ONU, la France et l'Union européenne, pardon, comme soutenir le retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Et soutenir, bien évidemment, les organisations de défense des droits humains. Je voudrais également remercier nos intervenants pour la qualité de leur intervention. Vous pouvez aussi, merci d'être venus. Et vous pouvez aussi signer la pétition qui est aussi en ligne par les co-organisateurs qui est Stop à la répression héréditaire. Voilà, donc il y a une signature pour laquelle vous pouvez les uns et les autres participer, lire le rapport, voir nos articles, voir nos vidéos. Allez vous balader sur les sites, sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis, je souhaitais, à titre personnel, remercier Anna, Edith, Nato, Guillaume et Mathieu pour la préparation de ce webinaire au fil des semaines. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler, non ?